le Hamas mène sa plus grande offensive contre Israël depuis des décennies. Des dizaines de combattants palestiniens sont entrés en Israël depuis Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne. Les combats ont eu lieu dans les rues des villes israéliennes. Plus de 4000 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. Le nombre de morts et de blessés se compte par milliers. Que se passe-t-il réellement à Gaza et en Israël? Pourquoi est-ce arrivé? Et quelles sont les répercussions géopolitiques les plus probables de cet événement? Ceci est un rapport spécial. Dans un discours à la nation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré « Le Hamas a déclenché une guerre cruelle et perverse. Nous gagnerons cette guerre, mais le prix à payer sera lourd. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais été vu en Israël. » Netanyahou a également prévenu que ce serait une guerre longue et difficile. Que s'est-il réellement passé? Le samedi 7 octobre, vers 5h30 l'heure locale, le Hamas a lancé la plus grande offensive militaire contre Israël depuis des décennies. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, environ 4500 selon le décompte de lundi matin. Au même moment, les guérilleros palestiniens infiltraient le territoire israélien et lançaient des attaques contre les localités israéliennes limitrophes de Gaza. L'armée israélienne est venue à leur défense. Des combats ont été signalés dans plusieurs endroits, notamment à Sderot, à la base militaire de Rehem et à Orfkeim. Ici, on peut voir une carte des affrontements, ainsi que les lieux d'où l'armée israélienne évacue les civils. Au même moment, une attaque massive à la roquette était en cours dans les principales villes d'Israël: Jérusalem, Tel Aviv, Beersheva, Ashdod ou Ashkelon. 48 heures après le début de l'offensive du Hamas, les combats se poursuivent sur le territoire israélien. En représailles, Tel Aviv a lancé une campagne aérienne contre des cibles dans la bande de Gaza. Dimanche, Israël a officiellement déclaré la guerre, donnant son feu vert à une action militaire significative en représailles à l'attaque surprise. Plus de 48 heures après que le Hamas a lancé une invasion sans précédent de Gaza, les forces israéliennes ont continué à combattre les militants retranchés dans plusieurs endroits. Pourtant, les derniers rapports indiquent que le contrôle de ces sites a été rétabli, mais que des terroristes pourraient toujours se trouver dans la zone de combat. Les forces de défense israéliennes ont indiqué avoir rassemblé 100 000 soldats israéliens dans le sud du pays pour empêcher le Hamas de mener une guerre. 300 000 réservistes ont également été mobilisés. Selon des responsables américains, l'opération terrestre à Gaza devrait commencer dans les prochaines 48 heures. Au moment de la rédaction de cet article, l'opération à Gaza n'a pas encore eu lieu. Selon certaines informations, près d'1 millier de personnes ont été tuées en Israël et plus de 490 à Gaza. Le plus grand nombre de victimes résulte d'une attaque du Hamas contre des participants au festival de musique Tribe of Nova à côté du kibbutz Haim. Les rapports font état de 260 morts. L'attaque contre des civils non armés présente toutes les caractéristiques d'une attaque terroriste visant le massacre des festivaliers. Il est rapidement devenu évident que l'ampleur de l'attaque contre Israël était sans précédent, tout comme le nombre de victimes. L'ambassadeur d'Israël près de l'ONU, Gilad Erdan, a qualifié l'attaque du Hamas de 11 septembre israélien, au cours de laquelle, rappelons-le, 3000 personnes ont été tuées. Cependant, en comparant la taille des deux pays, le millier d'Israéliens tués équivaudra à la mort de près de 35 000 Américains. L'envoyée spéciale américaine pour l'antisémitisme, Deborah Lipstadt, a déclaré qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l'Holocauste. Il est également important de mentionner les civils, soldats et officiers israéliens kidnappés par le Hamas. Selon des sources palestiniennes, le nombre de prisonniers israéliens s'élèverait à plus de 70. La date de l'attaque n'est pas une coïncidence. L'attaque de samedi a eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de la guerre de Kippour de 1973, lorsque les voisins arabes d'Israël ont lancé une attaque surprise contre Israël le 6 octobre 1973 à Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. Alors pourquoi le Hamas a-t-il lancé une attaque massive contre Israël? Le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif, a déclaré que l'attaque de samedi était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans, aux frappes aériennes israéliennes sur les villes de Cisjordanie au cours de l'année écoulée, aux violences à Al-Aqsa, à l'augmentation des attaques des colons contre les Palestiniens et la croissance des colonies israéliennes dans les zones palestiniennes. Assez, c'est assez, a déclaré Deif dans un message enregistré. Le Hamas est une organisation islamiste
doté d'une branche militaire créée en 1987, à partir des frères musulmans, un groupe islamiste sunnite fondé en Égypte à la fin des années 1920. Le mot Hamas lui-même est un mot arabe désignant le mouvement de la résistance islamique. Le groupe, comme la plupart des factions et partis politiques palestiniens, affirme qu'Israël est une puissance occupante et qu'il tente de libérer les territoires palestiniens. Il considère Israël comme un État illégitime. Mais quelle est la cible du Hamas dans son offensive actuelle? Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, a déclaré samedi que les factions armées palestiniennes avaient l'intention d'étendre la bataille en cours à Gaza et de pénétrer en Cisjordanie et à Jérusalem. La bataille s'est déplacée au cœur de l'entité sioniste, a-t-il déclaré. Mais la différence de potentiel incite à la prudence face à de telles annonces de Haniyeh. L'expulsion des Palestiniens des territoires contrôlés par Israël est bien plus probable. La guerre se déplacera vers la bande de Gaza, où une opération sanglante sera menée pour éradiquer complètement le Hamas, tuant ou capturant tous ses membres et démantelant tous ses sites de concentration, de commandement et de stockage d'armes. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré « J'ai ordonné un siège total de la bande de Gaza. Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. » Même s'il est probable qu'Israël reprenne rapidement le contrôle des localités, l'opinion publique israélienne est unanime sur le fait que l'opération du Hamas est une humiliation et la plus grande démonstration de faiblesse des services de renseignement et des forces armées israéliennes en général depuis des décennies. Chuck Freilich, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale d'Israël, le dit sans détour dans les pages du quotidien Haaretz. Il s'agit d'un échec catastrophique en matière de renseignement et d'opération, qui a entraîné non seulement des pertes civiles tragiques, mais aussi des unités militaires presque entières, l'effondrement de toute une approche stratégique. Freilich voit la source de la guerre actuelle dans la politique de division du Premier ministre Netanyahou, qui a sapé pendant des années la légitimité de l'autorité palestinienne dans le but de démontrer son manque de partenaires de négociation et donc son manque de volonté à faire la paix. L'auteur souligne également un échec fondamental du leadership où Netanyahou, pour rester au pouvoir, était prêt à former un gouvernement extrêmement radical, permettant à des personnes d'accéder au pouvoir qui n'ont fait qu'intensifier le conflit et permettre le harcèlement des Arabes en Cisjordanie. Nous faisons référence à des radicaux tels que le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ministre des Finances et chef de l'administration civile en Cisjordanie occupée. Netanyahou a également mis en œuvre une réforme judiciaire qui a divisé et déchiré la société israélienne et, selon Freilich, a gravement affaibli l'armée israélienne. Nous avons couvert ces développements en détail dans notre article récent « La guerre éternelle d'Israël se poursuit », auquel nous vous exhortons à revenir. Il reste très pertinent aujourd'hui. Selon l'analyste israélien, tout cela a conduit à un concept stratégique fondamentalement erroné, dans lequel c'est Israël qui a sous-estimé l'ennemi. Nous en sommes venus à croire que nous étions si forts que nous pouvions faire face à la menace du Hamas uniquement par la défense statique, que le Hamas était dissuadé et concentré sur la gouvernance et les conditions de vie à Gaza, et que cette situation pourrait se perpétuer indéfiniment, même en l'absence de tout horizon diplomatique. Les politiques statiques ne fonctionnent jamais à long terme, écrit Freilich. Mais comment la guerre entre Israël et le Hamas s'inscrit-elle dans le puzzle régional plus vaste? Il ne faut pas oublier que pendant des décennies, les principaux partisans de la création d'un État palestinien ont été les États arabes qui se sont opposés aux actions d'Israël en raison de leurs liens islamiques. Ces dernières années, on a toutefois assisté à un réchauffement progressif des relations entre les États arabes et Israël. C'est le résultat des actions de plus en plus agressives de l'ennemi commun des deux camps, l'Iran. Cela aboutit à la signature des accords abrahamiques par Israël, les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, avec la perspective que l'Arabie saoudite signe l'accord. Cela aurait été une très mauvaise nouvelle pour l'Iran et la Palestine, qui, dans une telle situation, auraient très probablement été sacrifiés sur l'autel de l'accord. L'objectif de l'offensive du Hamas, contrairement aux affirmations de ses dirigeants, est probablement différent. Il s'agit notamment de créer un fossé dans l'amélioration des relations israélo-arabes et de rappeler aux pays arabes et au monde en général la question toujours non résolue de l'indépendance palestinienne. Et c'est ce que le Hamas semble avoir réalisé, quoiqu'à court terme. Toutes les capitales arabes ont publié des déclarations appelant dans un premier temps à la fin des combats et à un cessez-le-feu, mais plus tard dans leurs déclarations, elles accusent Israël et appellent à la fin des attaques et des provocations visant les Palestiniens. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Yassem Al-Boudaïoui,
a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre les deux parties pour protéger les civils innocents. Cependant, dans le même temps, Al-Boudaïwi tenait les forces d'occupation israéliennes pour responsables de la situation actuelle, résultant des attaques israéliennes continues et flagrantes contre le peuple palestinien et les lieux saints. Des annonces similaires ont été faites, entre autres, par l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, Oman, l'Égypte, le Qatar et la Ligue arabe. En revanche, les membres de l'accord abrahamique, les Émirats arabes unis et le Maroc, ainsi que le Bahreïn et la Turquie, se sont abstenus de pointer directement Israël du doigt. En bref, l'attaque a rendu plus difficile pour les Arabes d'oublier la Palestine. L'Iran, principal allié du Hamas, a nié toute implication dans la guerre. Cependant, il ne fait aucun doute qu'elle était certainement au courant de l'opération et qu'elle aurait pu être impliquée dans sa planification. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exprimé son soutien au Hamas et a déclaré que les attaques constituaient une défense légitime et nécessaire contre l'agression israélienne. Il a également déclaré que l'Iran continuerait à soutenir le Hamas et d'autres groupes palestiniens jusqu'à la libération de la Palestine et de Jérusalem. La Russie est invariablement citée comme l'un des acteurs du conflit. Les propagandistes du Kremlin ont rapidement saisi l'occasion pour mélanger l'offensive palestinienne avec la guerre en Ukraine. Il convient de rappeler que le Kremlin entretient très probablement des relations avec le Hamas. En mars, le Hamas aurait envoyé une délégation de haut niveau en Russie et aurait eu des entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avertissant le Kremlin que la patience du groupe envers Israël était à bout. De hauts responsables du Hamas se seraient également rendus en Russie en mai et en septembre 2022. L'Occident, en revanche, s'est rangé du côté d'Israël. L'UE, selon les mots d'Ursula von der Leyen, a condamné les actions du Hamas et a exprimé son soutien à Israël et à son droit à se défendre. Les États-Unis et Joe Biden ont tenu des déclarations similaires. Le président américain a appelé à la cessation des hostilités, mais a également annoncé la fourniture d'une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, qui souffrent à cause de ces attaques. Washington a également envoyé un groupe d'attaque sur porte-avions en Méditerranée, à proximité des combats, et envisage un financement supplémentaire pour Israël. Alors, quel est le scénario le plus probable à court et à moyen terme? Alors que pour les pays arabes, l'offensive du Hamas est un rappel momentané de la quête palestinienne d'indépendance, la menace iranienne reste le principal déterminant de leur politique régionale. Israël, en revanche, a désormais des raisons de lancer une opération à grande échelle contre le Hamas à Gaza. Il est probable qu'Israël arrêtera rapidement l'offensive du Hamas et que les combats se déplaceront vers Gaza. De nombreux civils seront tués et l'organisation sera, sinon complètement détruite, du moins gravement affaiblie par la guerre. Telle est l'attente du public israélien. La question clé, posée par Freilich, cité plus haut, est la suivante. Qu'arrivera-t-il à Gaza par la suite? Israël ne veut pas réoccuper la bande de Gaza et ses 2 millions d'habitants. En théorie, l'objectif devrait être de rétablir le contrôle de l'autorité palestinienne sur Gaza et d'œuvrer en faveur d'un processus de paix à long terme. Mais cela serait-il un jour acceptable pour les Palestiniens sans l'indépendance palestinienne?